Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. On dit avoir de l'expérience. Elle a des expériences. Elle les a façonnées au cours des ans. D'abord, c'est une compétitrice chevronnée et ardente. Des débuts couronnés d'un titre de championne du monde de 4-20 avec une certaine Marie Rioux, elle va mettre dans sa besace 3 préparations olympiques, des PO, comme on dit, en 4,70 et en Yingling, c'est du match racing. Elle ne connaîtra pas l'ivresse d'une sélection aux Jeux, qu'à cela ne tienne. Après 12 ans consacrés à la voile olympique, elle tourne la page. Ingénieure, diplômée de l'INSA, elle ajoute la corde architecture navale à son arc, tout en continuant à faire du match racing, des Tours de France à la voile et des enfants. Il y a 8 ans, notre ingénieure débarque dans la course au large, c'est l'écurie Initiative Cœur qui l'accueille. À l'époque, Tanguy de la Motte était le skipper. Elle suivra jusqu'à Sam Davis. Le milieu est très masculin, mais ses capacités parlent d'elle-même et elle prend la charge du bureau d'études de l'écurie jusqu'à cette fin d'année 2022. Une femme en charge d'un bureau d'études, autant vous dire qu'elle est une exception. Et puis 40 ans, ingénieure, maman, comme elle n'est pas du genre à ronronner, elle va sortir de sa zone de confort, de son quotidien déjà bien rempli. La petite voix qui lui susurre depuis des années « Va vivre ta passion » se fait pressante. Il aura fallu un retour de convoyage de Transat Jacques Vabre entre le Brésil et la France pour que cette mère de famille, aux multiples casquettes, se lance dans sa première mini-transat. Elle termine 5e. Pas de doute, la course au large, elle a envie de s'y frotter, c'est fait pour elle. Mais il faut une sacrée dose de courage pour écouter son instinct et ses envies. Elle y réfléchit beaucoup, elle y va, sûrement. Cette année, cette jeune femme assez discrète a bouclé la 2e étape de The Ocean Race à bord de Guyot Environnement Team Europe et c'est Gaston Morvan, son équipier pour la Transat Paprec en double, mixte. Et puis en novembre, il y a la Jacques Vabre qui se profile. Sa route se pave de beaux projets. Ce matin, elle accompagnait la classe de sport de son fils. On l'a retrouvée après et on a bien envie de lui demander son avis sur la façon dont évolue la place des femmes dans le monde de la voile et où elle a acheté sa cape de super-héroïne. Bah oui, parce que c'est un peu aussi ce qu'elle est. Anne-Claire Lebert est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Anne-Claire, ça va ? Bonjour Hélène, ça va. Ça te fait rigoler la cape de super-héroïne ? Ouais, ça me fait très rigoler. D'autant que je suis allée voir il y a pas longtemps avec mes enfants les super-héros français oubliés, parce qu'il y en a, et il y avait un film dédié à cette héroïne qui s'appelle Étincelle, où j'ai beaucoup aimé son histoire et je me suis dit que si j'avais un bateau un jour, il s'appellerait Étincelle. Elle avait quoi comme super pouvoir, Étincelle ? Ouais, j'ai pas encore bien étudié tous ses super pouvoirs, mais elle avait l'air assez forte et puis la capacité à envoyer des gros monstres en haut de la Tour Eiffel, c'était très drôle. Bon d'accord, alors on retient Étincelle pour le bateau un jour. Voilà. C'était quoi le sport ce matin ? C'était badminton ce matin, le sport. Bon. Moi, j'ai fait que les emmener sur la route. Moi, j'ai pas fait le sport. J'encadre pas encore les séances. La voile peut-être un jour, mais le reste, c'est pas mon truc.
Bon, puis tu un peu plein d'autres choses à faire aussi. Anne-Claire, je vais commencer par ma question rituelle. Si je te dis les femmes dans la voile et la place des femmes dans la voile, comme ça, à brûle pour point, tu me réponds quoi? Un sujet d'actualité déjà, parce que c'est un peu le sujet de l'année 2023, entre toutes ces courses mixtes qui se sont mises en place cette année et les années d'avant d'ailleurs. Mais bah, je pense que c'est vraiment une grosse, enfin, ça continue d'évoluer. Cette année, on le voit encore plus au niveau des navigantes, avec beaucoup d'opportunités de pouvoir embarquer sur les bateaux qui sont en fait créés par les organisateurs de courses qui imposent la mixité. Donc c'est le cas de la Transat Paprec cette année et de la PLM qui va partir en mini justement ce week-end. Donc voilà, moi je trouve ça très bien. On peut en discuter. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je pense que, en tout cas, le résumé, c'est que ça offre l'opportunité à plein de femmes de naviguer. Et ça, bah, moi qui suis une femme, je trouve ça très bien. Quand tu dis on peut en discuter du bien, du pas bien, bah, c'est quoi le bien et c'est quoi éventuellement le pas bien justement de ces quotas, parce que c'est des quotas, c'est des Bah, règles imposées. voilà, le bien, c'est qu'on sait que c'est quand même une discipline où l'accès au haut niveau et au professionnalisme est difficile pour les femmes depuis longtemps pour plusieurs raisons. Donc parce que déjà il y a pas beaucoup de femmes, parce que les bateaux sont assez physiques et donc pendant longtemps les places sur les équipages étaient réservées uniquement aux hommes parce que voilà on considérait que le physique et pas le reste. Donc beaucoup de femmes ont été exclues des équipages, des Tours de France à la voile, des Volvo Ocean Race et autres. Et c'est vrai que obliger d'emmener une femme, ça met tout le monde à égalité. Donc voilà, ça devient normal et ça permet aux hommes de voir aussi que les femmes sont capables de développer peut-être autre chose que juste les muscles pour border une grand voile, quoi. Donc ça c'est très positif. Après négatif, bon et voilà, il y a toujours ceux qui disent que on force les hommes à emmener des femmes, qu'elles sont pas bonnes, etc. Bon après voilà, c'est un avis que je peux partager. Il y a aussi des femmes qui sont contre cette chose-là, qui sont déjà souvent c'est celles qui sont déjà dans le milieu et qui ont eu la chance de se faire une place. Donc moi je trouve ça chouette qu'on puisse montrer l'exemple aussi aux plus jeunes que c'est possible d'être professionnel dans la voile. Ça va encourager des carrières et on voit qu'il y a de plus en plus de filles et de femmes qui s'imaginent en faire leur métier. Donc, je pense que c'est très positif. Moi, j'en suis l'exemple même, c'est que cette année, voilà, je vais faire 2 courses mixtes et si elles n'avaient pas été mixtes, donc je parle de The Ocean Race et la Transat Paprec, je pense que j'aurais pas embarqué. Donc, voilà. Je peux dire que du bien de tout ça. Tu peux nous parler de l'expérience de The Ocean Race, justement, puisque tu abordes ce sujet-là. On parlera beaucoup d'autres choses après, mais ça, c'est assez frais. C'était cette étape entre le Cap-Vert et Cape Town. Comment tu t'es retrouvé dans cet équipage-là et t'en retires quoi de cette expérience-là, justement? Ouais, je me suis retrouvée là un peu à la dernière minute, on va le dire, et parce que j'ai décidé assez tardivement ou annoncé assez tardivement aussi que j'arrêtais mon métier de directrice technique pour me consacrer uniquement à la navigation. Et c'est vrai que les gens, ils n'avaient pas forcément pensé à moi tout de suite en tant que navigatrice, parce que quand on a l'étiquette technicien, ben on la garde un paquet de temps. Et du coup, je me suis réveillée un peu tard, donc je suis allée voir plusieurs équipes, et notamment Don Guyot, et qui m'ont rappelé, qui avaient déjà, en fait, déjà leurs équipages constitués pour une bonne partie des étapes. Et du coup, ils m'ont rappelé le 20 décembre par là, parce qu'ils ont eu un changement de programme dans la partie féminine de leur équipe, et du coup ils m'ont contacté, me recontacté pour que je me joigne à eux, parce que justement j'avais l'expérience des IMOCA, des Transats, et que du coup j'étais assez plug and play pour rejoindre leur équipe que je connaissais absolument pas, à part Benjamin que j'avais croisé quelques années auparavant sur des tout petits bateaux. Et donc voilà, je suis arrivée à Barcelone pour convoyer le bateau à Alicante, et j'ai découvert cette équipe et ce bateau que je connaissais pas non plus. Ça a été très rapide, et moi j'étais hyper contente de participer à cette course, parce que c'est vrai que la Volvo de l'époque, c'était vraiment quand j'ai arrêté l'Olympisme, c'était la seule course au large à l'époque qui m'attirait vraiment, parce que c'était de l'équipage, j'avais vraiment envie de le faire. Et j'avais postulé d'ailleurs chez SIA à l'époque, qui était le projet 100% féminin, et donc sans avoir été prise. Et là, c'était un peu une petite revanche
de monter à bord de ces fabuleux bateaux que je connais bien et pour aller faire cette course. Et bah voilà, c'est une belle expérience. Je pense que les IMOCA se prêtent parfaitement à l'exercice. C'était vraiment très chouette de pouvoir faire cette course avec ces super bateaux. Après, c'est 18 jours en mer à 4 plus un OBR, donc un médiaman embarqué. Et ça se passe très bien parce qu'en fait, il y a de la place sur ces bateaux. En plus, nous, on avait une étape, on va dire, un peu cool parce que c'est vrai que les conditions entre le Cap-Vert et Cape Town, ben, on n'est pas dans le Grand Sud, on n'a pas pris de tempête. Après, c'est plus dans les nerfs que ça se passe parce il fait chaud, il n'y a pas de vent, il y a le poteau noir à passer, Sainte-Hélène. C'était un très beau parcours. Moi, j'ai appris énormément de choses et je le referai avec beaucoup d'enthousiasme. On l'a fait comment, cette place, justement, dans un équipage mixte, pour le coup? Ouais, je pense que c'est exactement pareil qu'un homme. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, j'ai pas senti de différence entre un homme et une femme. J'avais mon poste à bord, j'étais piano, donc ça veut dire que dans les manœuvres où, en fait, en équipage, quand on change de voile ou qu'on fait une manœuvre, il y a tout le monde sur le pont. Et après, on fait des quarts. Donc, soit j'étais responsable de mon quart comme tous les autres équipiers à un moment donné, soit j'étais au piano sur ces manœuvres-là. Donc, bah voilà, on fait sa place comme un équipier normal, j'ai envie de dire, enfin, ou comme un homme. Ça Et du change coup, pas grand-chose. vous vous apportez quoi mutuellement? Parce que je me souviens que dans des interviews que j'ai lues, tu disais que hommes et femmes, on naviguait pas tout à fait forcément de la même façon. Vous vous apportez quoi mutuellement, justement, dans ce genre d'équipage mixte? Bah, je pense qu'on s'apporte une façon de faire qui est différente, une sensibilité déjà la façon de régler les bateaux qui est peut-être différente, la façon de faire forcément. Bah, une femme, ça a moins de, on va pas se le cacher, hein, ça a moins de force physique qu'un homme, donc il va falloir développer des choses un peu différentes pour arriver à ses fins. Donc c'est vrai que bah on partage aussi ces petites astuces pour justement déplacer les voiles ou régler ou moins forcer sur la machine. Je pense que les femmes font beaucoup plus attention à elles aussi en mer. Donc moi c'est vrai que j'ai partagé beaucoup de conseils de vie à bord avec d'autres marins qui étaient avec moi. De comment on se gère à bord d'un bateau pendant 18 jours. Parce que c'est vrai que l'équipage de Guyot, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas beaucoup d'expérience au grand large. Et donc, du coup, on a partagé ça. Et voilà. Et puis après, on partage aussi voilà, des discussions qui sont différentes et des points de vue différents. Donc, voilà. C'est quoi ton bonheur, Anne-Claire, quand tu es au large, en mer, en compétition? Je pense à The Ocean Race. Je pense aussi à ta tête à l'arrivée de la Mini Transat. Il y a une photo qui circule. J'adore cette photo. On a l'impression qu'il y a un bonheur complètement intense. Ça représente quoi pour toi, ces moments-là? Alors les deux moments sont complètement différents entre la Mini Transat où c'était vraiment un projet à moi en solo où j'ai découvert vraiment beaucoup de choses au large et pris beaucoup de plaisir surtout à l'arrivée en fait. Euh, C'était un accomplissement d'avoir trouvé un peu on va dire le calme et la paix intérieure en mer. Ça, c'était vraiment la découverte de la Mini Transat, tout en étant à fond évidemment sur le bateau. Ça n'enlève rien. Et sur la Ocean Race, ce qui m'a le plus transcendé, c'est quand on est arrivé c'était les couleurs dans l'océan du Sud. C'était vraiment magnifique quand on a commencé à voir. On a vu quelques albatros quand même, et qu'on est vraiment descendu, passé sous le cap en fait et aller plus sud là les couleurs ont changé et je trouve que ça c'est vraiment un vrai bonheur le coucher et le lever de soleil avec voilà avec la mer qui change et réussir à capter en fait que l'océan il est différent tous les jours et ça continue de m'émerveiller à chaque fois. Il y a eu cette étape donc de la Volvo cette année, pardon, de The Ocean Race. Il y aura aussi évidemment, on l'a dit, la Transat Paprec en double mixte. On va évidemment en reparler. Je trouve qu'on revienne aussi sur un autre moment de cette fin d'année dernière et début d'année, c'est cette sélection skipper massif à laquelle tu as participé. Donc c'est Charlotte Yvain qui sera finalement sélectionnée.
Pourquoi c'était important pour toi d'aller tenter ta chance dans cette sélection? On rappelle que c'est la première année que cette filière était exclusivement ouverte pour les femmes. C'était une première et on espère que ça durera. Euh, Pourquoi toi, avec l'expérience que tu as, le bagage que tu as, il était nécessaire, je mets des guillemets, hein, d'aller la jouer cette sélection? Pour plusieurs raisons en fait, parce que c'est vrai que ça permettait, pour moi, j'étais à la transition de quitter mon métier de directrice technique et pour devenir navigatrice professionnelle, on va dire. Et c'est vrai que bah, déjà toute opportunité de pouvoir vivre de ce métier-là est bonne à prendre, j'ai envie de dire. Donc bah là, c'est quand même un sponsor qui permet un budget de 2 ans pour aller faire un projet sportif hyper intéressant qui est le Figaro. Du coup, bah voilà, on peut pas ne pas essayer. Enfin, après moi, c'est ce que j'ai dit en partant naviguer. Souvent on me demande mais qu'est-ce que tu vas faire et dans combien de temps est-ce que tu vas faire le journée un jour. En fait, j'en sais rien. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment aussi les opportunités qui se créent. C'est faire un projet sportif intéressant à haute performance. Et j'ai envie de dire quel que soit le support. Donc là, participer à 2 années de Solitaire du Figaro dans le contexte massif, encadré avec les moyens, c'était une belle opportunité. Donc voilà, ça c'était la première raison. La deuxième, en plus, c'est que on l'a attendu longtemps cette sélection 100% féminine, et c'est vrai que je pense qu'il y a 10 ans, quand il y avait les sélections Crédit Agricole et puis CMB, il n'y a jamais eu cette opportunité-là pour les filles de ma génération, donc les filles de moi il y a 10 ans, on va dire, de 30 Ouais. ans. Donc l'âge de Charlotte et plutôt des filles qui ont été sur cette sélection. Et voilà, je trouvais ça super que enfin, ben, que ce soit Massif et avant CMB propose enfin une sélection féminine pour laisser cette chance-là aux femmes. Donc par ce fait-là, il fallait quand même que j'y participe parce que j'ai un petit peu attendu avant. Et puis c'était aussi une manière de voir où j'en étais aussi par rapport à la concurrence du moment, parce que bon, j'ai arrêté, j'ai un parcours un peu différent, donc voir si j'étais encore dans le coup. Donc voilà. Tu dis que tu l'as attendu longtemps, que ta génération l'a attendu longtemps, cette opportunité, parce qu'il y a 10 ans, ça ressemblait à quoi? On n'osait même pas aller se présenter aux sélections Crédit Agricole de l'époque? Ah si, il y en a qu'on fait. Je sais que Marie l'a fait, je crois, Marie Rioux l'a fait 1 ou 2 fois, mais c'est sûr, ils prenaient toujours une fille sur dossier parce qu'ils avaient pas trop le choix de faire autrement. Sinon, politiquement, c'était pas très correct. Mais bon, il y en a aucune qui est allée au bout parce que voilà, parce que les garçons avaient sûrement plus d'expérience et que on n'en était pas encore au niveau de d'égaler les hommes. Donc c'est un état de fait, mais c'est sûr qu'il s'il y avait eu une sélection une année féminine, il y aurait eu sûrement déjà des candidats au moins autant que ce qu'il y en a cette année, ce qu'il y a eu cette année et pour Océane également quoi. Donc moi, ça me fait sourire quand les garçons ils disent oh là là, c'est une transat en mixte, il y a pas de filles, ça va être atroce, on va trouver personne, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 40 bateaux sur la PLM ou plus avec que des duos mixtes, donc c'est que des filles, il y en a qui naviguent et faut juste chercher un petit peu. Ça agace quand on entend ça? Ouais, moi ça m'agace un peu parce que c'est vrai que bon avec Gaston finalement le duo il s'est créé très tard et que voilà moi je pense pas être nulle. J'ai fait 2 transats ou 3 et personne m'a appelé quoi alors que j'avais dit que je voulais faire la transat. Donc c'est qu'il y a un moment donné soit je fais peur aux gens, soit je suis nulle, soit les gens ils appellent pas les filles qui naviguent quoi. Donc ouais moi ça m'agace un peu. J'en rigole bien quoi. Quand j'entends ça je leur dis que bah il faut peut-être évoquer les bonnes raisons et pas les mauvaises. Comment ça se passe avec Gaston Morvan, justement, avec qui tu seras sur cette Transat Taprec? Bah, on a fait quelques entraînements convoyage et puis on participé à la course Laura-Vergne la semaine dernière. Donc on termine 10e, donc ce qui est pas exceptionnel, hein, c'est pas un super résultat. Donc bah voilà, on trouve nos marques, c'est bien. On est quand même bien différents parce qu'on n'a pas du tout la même expérience. Et voilà, l'enjeu là, c'est de justement terminer cette préparation pour se caler un peu les dernières choses. Donc non, mais c'est sympa. On s'entend bien à bord et on arrive à trouver
un peu notre fonctionnement, notre routine, mais c'est assez long. Donc, je pense que on va le retrouver aussi sur la course. Donc, c'est une belle aventure. Anne-Claire, j'aimerais qu'on revienne sur 2-3 petits moments, notamment celui que tu évoques depuis tout à l'heure, cette bascule. Alors moi, dans ma présentation, je dis qu'il faut une sacrée dose de courage pour laisser un poste de responsable de bureau d'études dans une grosse écurie pour se dire en fait non, moi ce que je veux c'est être navigatrice professionnelle, aller faire du large. Euh, comment on bascule justement, comment on décide que c'est ça qu'on va faire. Qui plus est, et je parle en connaissance de cause, quand on est maman de 2 enfants, donc on a 2 enfants à charge, c'est aussi des choses auxquelles on pense. Quand on est tout seul, c'est sans doute plus simple. Comment on bascule? Oui, comme tu dis, c'est pas facile, ça demande un peu de temps et un peu de réflexion, donc c'est pas une décision, un coup de tête, parce que évidemment, comme tu dis, quand on a 2 enfants, on peut plus faire des coups de tête comme quand on a 25 ans, où on se dit, bah, c'est pas grave, si ça foire, je mangerai des pâtes et je dormirai dans mon camion. Ça, c'est pas possible, donc faut un petit peu réfléchir. Et puis voilà, c'est vrai que la mini transat, je suis rentrée quand j'ai mis le pied à terre en Guadeloupe. J'ai dit que je reviendrais 4 ans plus tard en faisant le tour dans l'autre sens. Donc ça, c'était avec l'envie de faire la route du Rhum. J'avais vraiment envie de ça, de naviguer pour moi et de monter mon projet. Et puis voilà, j'ai passé 8 années exceptionnelles avec Initiative Cœur, en arrivant juste ingénieur, puis responsable du BE, puis responsable de l'équipe, parce que en fait j'ai mené la construction du dernier Initiative Cœur. Donc c'était une expérience de travail assez exceptionnelle, et c'est vrai que c'est pas facile de lâcher ce job-là, parce que comme tu dis, il y a aucune femme qui a fait ce job-là encore en course au large. Donc j'espère que il y en a de plus en plus de femmes qui travaillent dans la course au large, donc j'espère que ça va se multiplier, mais c'est pas facile, parce que choisir, c'est renoncer, comme je dis souvent. Donc c'était renoncer à quand même une belle carrière professionnelle dans ce domaine-là. Après, je me suis juste dit que j'avais fait aussi une belle part de carrière, qu'elle était peut-être juste entre parenthèses pour y revenir plus tard, et que si je faisais pas ce choix-là maintenant, dans les 10 prochaines années, je le ferai plus après, parce que voilà, on a l'âge qui tourne, et que voilà, je me sentais prête. Et puis j'avais aussi déjà l'opportunité, je savais qu'avec Amélie, il y avait une Jacques Vabre qui se profilait, donc c'était une année assez favorable pour arrêter, parce que j'avais déjà ce projet-là dans les cartons. Plus après, Ocean Race et la Transat qui s'est rajoutée. Donc autant dire que l'année, elle est plus que complète. Et puis par rapport à la route du Rhum 2026, c'est vrai que c'était le bon moment, où je me suis dit, allez, j'y vais pour les 4 prochaines années, puis on verra. Et puis de toute façon, si j'y arrive pas, je reviendrai travailler là ou ailleurs d'ailleurs, ou faire un autre métier, on verra bien. Donc voilà. Être maman, d'ailleurs, ça a été quelque chose de pas simple quand on a un métier aussi prenant, et puis qui plus est quand on est navigatrice. Comment on gère ça? Est-ce que tu as eu des choix à faire à certains moments de ta carrière, justement? Ouais, mes choix, je les ai fait un peu plus jeune. C'est vrai que quand après la 3e préparation olympique, donc qui s'est achevée en 2012 par une non-sélection aux Jeux de Londres. Voilà, à l'époque, je faisais du match racing, et la série, elle a été supprimée des Jeux Olympiques. Donc là, je me suis retrouvée au pied du mur à devoir encore changer de discipline. Donc ça aurait été fait la 4e fois. Repartir sur une préparation olympique, je savais à peu près ce que ça voulait dire. C'est hyper exigeant. J'en avais fait déjà 3 avec 3 non-sélections. Là, repartir sur un support que je connaissais pas, c'est un gros risque, parce que c'est vrai que souvent on prépare pendant 8 ans les jeux, plus que 4. Et puis voilà, j'avais 30 ans, on était bien installés avec le père de mes enfants, et voilà, on s'est dit allez, c'est le moment d'avoir un enfant. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai essayé les nouveaux supports, donc il y avait c'était pour faire du 29er, enfin c'était du 40 FX FX. ou du kata mixte. Et donc j'ai essayé les deux. J'étais plutôt tentée par le kata, et puis en fait quand j'ai eu Tristan, il y avait énormément de niveaux en France, parce que tous les tornadistes étaient revenus. Donc voilà, je me suis dit là avec un jeune enfant, et dans le contexte
sportif, c'est reprendre une PO, c'était aller directement à l'échec. Et les deux ont fait que j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et là, ça a été très très dur et très très long de basculer sur autre chose, parce que c'est vrai que l'olympisme, ben c'est quelque chose qui laisse des marques et qui est assez exceptionnel, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc après, voilà, je me suis reformée, j'ai fait mon diplôme d'archi avec mon premier enfant puis le deuxième. Et après, non, c'est pas un frein en fait, les enfants. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. Moi, je sais qu'avec avec leur père, on a toujours partagé la tâche de les élever, et du coup, tout le monde me dit oui, mais tu peux pas partir. Je fais, mais on pose jamais la question aux marins masculins si c'est un problème de partir alors qu'ils viennent d'avoir un enfant. Donc ça m'énerve souvent quand on me demande oui, mais quand même t'es maman et tu laisses tes enfants à la maison. Je fais, et c'est vrai que voilà, c'est pas un problème majeur. C'est comme un papa qui s'en va, c'est pareil. Donc c'est une question d'organisation. Et comment on s'organise, excuse-moi, hein, quand on est, ingénieur, qu'on prépare une mini transat, qu'on a aussi, 2 enfants à charge? C'est pour ça, hein, que je parle de cap de super-héroïne, parce qu'à un moment, il faut quand même une sacrée dose d'organisation. Bah, je pense que c'est beaucoup d'envie. Déjà, il faut en avoir envie pour le faire, parce qu'une fois qu'on en a envie, c'est faisable. Et c'est sûr que après, bon, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup aussi pour les garder quand je suis pas là. Le papa qui aussi est là pour les garder quand je suis pas là. Donc c'est aussi un projet de vie un peu commun et familial, de se dire, ben voilà, on y va et c'est pas un problème. Et les enfants, ben quand je suis pas là, ils savent que je suis en mer, ils suivent, ils viennent au départ de course, ça leur plaît, ils vivent ça aussi avec moi. Donc c'est vrai qu'on a des moments d'absence, mais des moments aussi où on est complètement là et on vit des choses formidables. Après l'organisation, ben j'arrête jamais, quoi. Donc c'est un peu fatigant des fois, mais voilà, ça me plaît. De toute façon, je suis comme ça. J'arrive pas à m'arrêter tout un week-end et rien faire. Ça, c'est pas possible. Donc, euh, donc il y a du rythme, quoi. Mm. De façon plus générale, quel regard tu portes justement sur, la place de la maternité dans ce monde-là? Alors c'est vrai qu'il y a eu le retentissant, cas, Clarisse Kremer il y a quelques semaines. Heu, quel regard tu portes justement, sur ça? Quelle solution il faudrait? Je sais que par exemple en match race, tu avais dit là sur le circuit de match racing, on gèle les points de celles qui sont en congé de maternité, ou voilà, qui vivent leur grossesse. Euh, Qu'est-ce qu'il faudra apporter comme solution aujourd'hui? Bah oui, c'est vrai que quand il y a eu le sujet Clarisse, moi j'ai bien rigolé, parce que il y a déjà 20 ans de ça, on faisait du match racing féminin, et donc il faut 2 années pour monter au classement mondial. C'est un peu comme en tennis, pour être invité et rester dans les 10 premières mondiales. Donc c'est 2 années d'affilée où il faut faire 4 compétitions par an. Donc forcément, quand il y a une maternité, bah ça pose problème, parce qu'on perd 4 épreuves. Donc bah comme c'était un sport de filles géré par des filles, elles ont très rapidement trouvé la solution de geler les points pendant 12 mois pour les mamans qui avaient des enfants, quoi. Et ça s'est très bien passé. Il y avait même des filles qui venaient avec leurs enfants sur les compétitions, et qui les allaitaient entre 2 matchs. Enfin, il y a plein de solutions. Et Très très voilà, avant-gardiste le circuit de match racing, dis donc. Ouais, bah oui, mais parce que voilà, c'était des femmes qui avaient aussi la volonté de faire du sport avec des enfants, des métiers, etc. Donc c'est juste que ça existe déjà, et je pense vraisemblablement dans d'autres sports, et c'est juste que les Français et la course au large s'est pas intéressé au sujet et n'a jamais été confronté à ça, parce il y a eu que très peu de femmes, et encore moins avec des enfants. Aujourd'hui, des femmes qui font le Vendée Globe avec des enfants, il y en a pas quand même eu beaucoup. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les solutions, elles vont être trouvées, elles sont pas très compliquées à mettre en œuvre. Se dire que quand une femme a un enfant, on lui accorde des points ou pas, ou j'en sais rien, ou comment. Il faut juste prendre quelques heures à y réfléchir et écrire une règle pour que ça se passe bien. Mais c'est sûr que avec nos circuits justement qui sont sur 4 ans avec des systèmes de qualification, on peut pas ne rien faire pour les femmes, parce que c'est sûr que la maternité, ben c'est 12 mois où on est off, quoi. Très clairement, c'est compliqué on peut faire un petit peu moins, mais ça reste compliqué, le temps de se remettre, etc. Donc c'est bien de prendre ça en compte pour favoriser que ce soit pas un problème pour les femmes d'avoir des enfants, parce que c'est quand même dommage qu'elles soient obligées, de certaines, de faire des choix,
de pas avoir d'enfants alors qu'elles en ont envie pour pouvoir assurer leur sélection ou autre. Donc c'est urgent de faire quelque chose. Au moins, le cas va servir à ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, moi, c'est juste là-dessus enfin, souvent on m'a posé la question sur le cas Clarisse. Voilà, moi, je pense que c'est ce cas-là. Quoi qu'il s'est passé, ça servira au moins à ça, à réfléchir à la maternité des femmes, et puis peut-être à d'autres sujets de sportifs qui se blessent, etc. Et c'est vrai qu'on peut pas geler toute une carrière pour ce genre de choses. Anne-Claire, est-ce que tu as des modèles, des héros, des héroïnes, des gens qui t'ont inspiré? Ouais, j'ai des gens qui m'ont inspiré. Alors pas forcément ça peut être des hommes et des femmes, mais puis ça évolue au cours du temps aussi. J'ai Hélène MacArthur, elle m'a beaucoup inspirée. Je trouvais que cette femme était formidable d'avoir réussi, et puis je la trouve toujours formidable en fait d'avoir réussi à faire ce qu'elle a fait sur les bateaux sur lesquels elle l'a fait à cette époque-là, comme ça, en arrivant enfin, je trouve ça fantastique, quoi. Je pense qu'elle s'est pas posé de questions, elle, à se dire est-ce que je suis légitime ou pas légitime d'aller faire ça. Elle a trouvé une équipe qui l'a encadrée, qui a cru en elle, et puis elle y est allée. Moi, je trouve que c'est un des plus bels exemples aujourd'hui pour les femmes, quoi. Et puis, on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la voile, mais il y a quelques années, quand même, on a eu des grands noms qui ont gagné des routes du Rhum en trimaran, et ça, on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'il y a moins de femmes, je trouve, marquantes aujourd'hui que ce qu'il y a eu à cette époque-là, quoi. Donc, il y en a toujours, évidemment. Enfin, voilà, moi, j'ai travaillé pour Sam, j'ai une énorme admiration pour elle, tout ce qu'elle a fait et qu'elle va faire encore. C'est un super marin, j'ai appris énormément de choses avec elle. Et voilà, toutes ces femmes sont très inspirantes. Après, il y a aussi voilà, des hommes que je trouve assez fous. Loïc Perron, par exemple, c'est quand même un marin d'exception qui, à chaque fois qu'on le croise, il a toujours un petit mot. Enfin, il connaît tout le monde. Je trouve que c'est des belles personnes en fait, qui ont fait des belles choses et qui sont humaines aussi. Donc voilà, c'est des gens comme ça qu'on croise. Ça, bon, ça, c'est les gens les plus connus. Après, il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées dans mon travail qui font, voilà, au quotidien des travaux formidables dont on parle jamais, mais qui sont aussi des petits modèles dans le modèle, quoi. Ça te manque ton bureau d'études, justement, ta casquette de responsable d'équipe, où effectivement, on le disait, hein, responsable d'un bureau d'études, pardon, et puis d'équipe, ça court pas les rues, hein, quand on est une femme. Ça te manque un peu, ce quotidien-là? Ouais, ça me manque un peu parce que c'est vraiment une part du métier que j'apprécie énormément. J'ai managé une équipe et je suis partie. Cette équipe avec qui on a fabriqué ce bateau, c'était une année très forte et très engagée en termes de boulot. Donc c'est vrai que quitter toute cette équipe et voir là, j'ai vu ils ont mis le bateau à l'eau la semaine dernière, c'est plus mon équipe, plus mon bureau. Ça fait toujours quelque chose quand on a travaillé pendant 8 ans à un endroit. Donc après, je suis contente pour eux. L'équipe, elle est géniale et c'est chouette. Mais c'est vrai que le quotidien, il change beaucoup, quoi, parce que on passe d'un quotidien où tous les jours on va voir une équipe de 12 personnes à un endroit, à finalement plein de projets différents dans des lieux différents. Donc c'est ouais, c'est Une nouvelle vie. perturbant même. C'est une nouvelle vie, ouais. Comment on l'a fait sa place, justement, quand on est ingénieur, archi, et qu'on va prendre la tête d'un bureau d'études, notamment, on l'a fait facilement sa place, puisque effectivement, tu l'as dit, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, d'autres femmes à ce poste-là, qui aient occupé ce poste-là. Directrice technique, non, il y en a pas eu d'autres. Après, au bureau d'études, il y en a qui sont arrivés des plus jeunes que moi et c'est très bien. Euh, et je pense que ça va continuer parce que au final, c'est toujours pareil. On a une façon d'aborder les choses, même dans le travail, qui est complètement différente des hommes, je pense. Et la mixité dans les équipes, surtout ces équipes très masculines, je pense qu'elle est vraiment bénéfique. Et je crois que les gens qui goûtent, en fait, ils adhèrent à la chose et donc ça va multiplier
les opportunités, je pense, pour les femmes. Comment on fait sa place? Bon, enfin, en fait, on fait sa place parce qu'on fait le job. Hein. C'est comme pour toute personne, quel que soit son genre, on va dire. Mais j'ai pas eu beaucoup de difficultés du fait d'être une femme, je pense, dans cette équipe-là particulièrement, parce que c'est vrai que Tanguy il a toujours eu une très grande ouverture d'esprit là-dessus. Il a jamais fait de différence entre un homme et une femme, quel que soit le poste et le métier. Donc ça, c'est vrai que ça a insufflé à cette équipe beaucoup de mixité dès le début, mais je pense que c'est vraiment un choix. Voilà, c'est pas un choix de sa part, c'est juste naturel et que les gens qui ont été embauchés étaient dans cet esprit d'état d'esprit-là. Donc dans l'équipe, il n'y a jamais eu de problématique de homme-femme, chose qui, je pense, n'est pas le cas partout. Donc ça aide beaucoup à prendre confiance et à faire sa place. Et puis voilà. Après, j'ai essayé de faire au mieux comme ce que je faisais aussi en compétition dans mon travail. Et donc naturellement, après, on fait sa place tranquillement et voilà, moi, j'ai eu de très bons rapports avec tous nos fournisseurs et des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais souvent, une fois qu'ils ont compris qu'il y avait du répondant en face, ça se passe très bien derrière, voire peut-être même mieux qu'avec avec de homme à homme. Donc voilà, Tu avais ça se passe bien. l'impression d'apporter quoi d'un peu différent justement en tant que femme à ce poste-là? Je vais te mettre à l'aise. Hein. J'ai déjà posé la question à d'autres femmes, notamment qui avaient des postes de team manager, notamment. Certaines m'ont dit on apporte un peu de rondeur, peut-être. C'est quoi, toi? Ouais, je sais pas trop dire, mais je pense que c'est aussi. Moi, j'ai apporté aussi pas mal de. Je suis assez droite dans ce que je fais, donc je pense que les gens ils ont confiance en moi, ils savent que si je fais quelque chose, c'est que j'y crois et je sais où je vais. Donc c'est vraiment ça que je pense que qui qui me caractérise, c'est que les gens ils finissent par avoir confiance en moi et du coup ça m'aide à les séréniser dans ce qu'ils font. Et non pas Et les puis, serrer. voilà. Et puis voilà, je suis déterminée. Donc, en fait, quand j'ai une idée quelque part, j'y vais jusqu'au bout. Et je m'en fiche, en fait, de ce que pensent les autres. Et ça, je pense que c'est assez féminin, au final. C'est que, de toute façon, voilà, même si les gens pensent que ce que je dis c'est pas bien, ben tant pis. Si je pense que ce que c'est bien la bonne solution, j'essaye de défendre les idées, évidemment, des idées partagées, réfléchies avec les d'autres personnes, mais voilà, je vais pas me laisser influencer par qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi. Donc ça c'est un peu ma caractéristique et voilà, de la rigueur aussi. Et puis pas mal je suis assez proche enfin je vais dire sensible aux gens, donc c'est vrai que je m'intéresse quand même pas mal comment vont les gens, comment ils fonctionnent les uns avec les autres, pour que justement, ce soit pas brut de décoffrage en permanence, parce qu'il y a énormément on travaille beaucoup sous pression, donc c'est sûr que si on fait pas attention aux gens et à ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, ça fonctionne, enfin ça marche pas en fait l'équipe. Donc moi c'était vraiment ça que j'aimais bien dans ce métier, c'était un peu comprendre comment les uns et les autres fonctionnent, faire attention à eux et faire en sorte que on arrive à trouver les bons canaux de communication pour que ça se passe bien. Tu leur dirais quoi aux jeunes femmes qui n'osent pas encore aller occuper ce genre de poste-là? Qu'il faut pas hésiter et qu'il faut se faire confiance en fait et en se faisant confiance, trouver les appuis dans les équipes, il y en a et voilà, faut juste être soi-même quoi et foncer. Enfin, ça se passe bien en fait. C'est vraiment, je pense que pour une femme, faut réussir à croire en ses idées parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on a une perte de confiance rapide chez les femmes qui est connue. Hein. Donc Le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. Donc faut y croire et faut pas lâcher le morceau. Après, une fois que on a pris confiance, ça se passe bien et les gens ils sont plutôt bienveillants que malveillants au final. C'est important de le savoir. Bon, on va noter ça, Anne-Claire. En tout cas, les choses évoluent. Tu nous l'as dit pendant ces 40 minutes. Un petit mot sur la Transat Jacques Vabre?
La Transat Jacques Vabre, là, ce sera une association 100% féminin, donc pour le coup, pas de mixité. Avec Amélie, on se connaît déjà bien, on est très contente de pouvoir faire ce projet ensemble. Donc, sur la boulangère bio en classe 40. Donc, eux, ils ont la boulangère. Amélie Grassi, oui, pardon. Et du coup, ce projet-là a vocation justement de promouvoir le sport féminin. Donc, d'où pourquoi aussi une association que féminine. Donc après, c'est plus que ça, parce que c'est vrai que ce soit une femme ou un homme, Amélie, on s'entend très bien. C'est aussi les deux marins qui se parlent, donc ça c'est bien. Donc on a fait quelques entraînements, donc elle repart, elle va repartir sur The Ocean Race avec Biotherm dans quelques semaines, et moi sur la Transat Paprec, et on va se retrouver du coup en juin pour préparer la Jacques Vabre avec les sables Horta, les sables qui sera notre régate de préparation et d'échauffement pour la Jacques Vabre. Donc je suis ravie de ce projet également. Elle est jolie comment ta vie en ce moment, Anne-Claire? Ma vie est un grand bordel en ce moment. Non, c'est super chouette. En fait, c'est ce que tu l'introduisais au démarrage. Voilà, je suis un peu hors de ma zone de confort en ce moment, parce que c'est vrai que autant le boulot de directrice technique, c'était pas facile d'y arriver, mais voilà, ça faisait 8 ans que j'étais dans cette équipe, je maîtrisais bien le sujet, bien l'IMOCA, bien l'équipe, voilà, donc ça c'était assez, je dis pas que c'était simple, mais en tout cas c'était sous maîtrise. Là voilà, j'ai plus d'équipe, je cherche des sous pour faire la route du Rhum, je change de projet toutes les semaines, donc c'est sympa, c'est des nouveaux challenges. Mais c'est chouette, ouais. Je m'éclate. Je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Comment on se vend d'ailleurs quand on a toute ton expérience que tu dis, je cherche des sponsors pour la route du Rhum. Ça reste encore compliqué malgré tes expériences diverses et variées, malgré ton âge aussi, qui veut dire qu'il y a de l'expérience derrière. Ouais, c'est pas simple, et puis en fait c'est vraiment une partie du métier qui est pour moi la plus compliquée. C'est pas d'aller naviguer ou de construire un bateau, c'est vraiment de trouver des partenaires qui ont envie d'embarquer dans cette histoire-là, parce que voilà, j'ai jamais fait de communication, ni de marketing, ni de finance, et c'est vrai que finalement ce qu'on vend c'est un espace aussi de communication. Donc c'est pas mon cœur de métier, donc j'apprends toute cette partie-là aussi à promouvoir une marque, promouvoir des gens, proposer des solutions. Donc ça c'est pas simple. Après je pense que le projet il est chouette, que je suis en train de le monter tranquillement. Donc je croise les doigts pour que ça se finalise. Et puis en effet on propose autre chose, parce que moi je vais pas avec mon expérience, j'ai plein d'autres choses à partager avec des gens d'une entreprise. C'est-à-dire comment on manage des équipes, comment on se dépasse. Je pense que c'est ça que on peut vendre avec mon expérience. Puis il y a énormément aussi de femmes qui rêvent par ce qu'on fait, comme tu disais. Voilà, la cape de super-héroïne, c'est un peu ça. Donc moi je suis contente de faire. J'ai pas l'impression d'être un super-héros, mais si au moins ça peut faire rêver d'autres gens, je suis contente. En tout cas, tu nous fais rêver, ça c'est sûr. Tu me diras quand même le magasin, hein, où est-ce qu'on l'achète, cette cape-là, ça m'intéresse. Ouais, je pense que t'en as une bien cachée aussi de cape de super-héros. Merci beaucoup Anne-Claire d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. On pense à ton garçon qui est en train de faire son badminton, et puis toi tu vas sans doute devoir aller naviguer, remplir des dossiers, tout ça quoi. Ouais, c'est ça. On va continuer la journée vers la Transat Paprec. Là, c'est le sujet du moment. Faire des sacs, préparer des avitaillements, tout ça. Bon, on te souhaite de bien faire tes paquets, une très belle transat surtout, et puis merci encore pour ton temps, Anne-Claire Lebert. Merci beaucoup Hélène, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.